les mouvements sociaux, notamment à la SNCF, et puis la réforme des institutions, et puis le congrès du Parti socialiste. Eh bien, c'est avec Samia Ghali que nous sommes ce matin, qui est sénatrice socialiste des Bouches-du-Rhône. Samia Ghali, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les studios du Figaro. Alors, il y a la grève de la SNCF. Vous êtes sénatrice des Bouches-du-Rhône. Vous n'avez pas pu prendre le train pour venir ce matin, mais enfin, vous êtes de quel côté dans cette grève de la SNCF? Est-ce que vous êtes pour la réforme ou est-ce qu'au contraire, vous comprenez les cheminots? Les deux à la fois. Ah, alors, non, mais les deux à la fois, compliqué. pourquoi? Parce que, non, c'est pas compliqué. Vous faites du en même temps, vous aussi? Non, je sais pas non, pas du tout. Non, c'est pas trop mon style. D'accord. Non, je considère qu'il y a deux choses. Qu'on réforme, on a besoin de réformer de toute manière. Il faut changer. Il faut changer cette société. Cette société, quelle qu'il en soit, notamment sur les questions des transports, qui est un vrai sujet en France. D'accord. On est archaïque en matière de transport. Surtout que dans les Bouches-du-Rhône, vous êtes particulièrement affectés par tous les mouvements. Par tout ça, mais surtout en matière de transport, on est pauvre, très pauvre en matière de transport en commun, quel qu'il soit d'ailleurs. Ensuite, je considère aujourd'hui que passer par une ordonnance, alors qu'on a le temps, qu'il faut discuter, qu'on a le temps de prendre je pense qu'il faut prendre le temps de discuter. C'est la méthode qui vous dérange. Le gouvernement a la majorité. Il n'a besoin de personne. Il a la majorité pour faire les choses. Mais le minimum, c'est qu'il faut prendre le temps. On ne peut pas réformer comme ça en claquant des doigts, donc, si on résume, en disant les gens doivent être à disposition. Vous êtes pour le contenu de la réforme, c'est-à-dire réforme du statut, de la société et des cheminots. Oui, enfin, pas surtout parce que je considère qu'il y a des choses qui ne me vont pas particulièrement. Mais Quoi, après, par exemple? Non, mais sur la question des cheminots, moi je dis deux choses. Je dis d'abord qu'effectivement, qu'on ne garde pas le même statut pour les cheminots qui vont être embauchés demain ou après-demain. Oui. Cela, ça me paraît quelque chose de à peu près normal, puisqu'on demande des sacrifices à tout le monde. Ça me paraît normal. On les demande même aux parlementaires, vous voyez, donc on le fait aussi. Donc c'est normal que tout le monde en fasse. Ensuite, c'est la forme. Moi, je pense qu'il ne fallait pas mélanger les deux sujets. Ce sont deux sujets complètement différents. En fait, on a fait de la réforme qui doit améliorer ou modifier la question du transport en France. On en a fait une question anti-cheminot. C'est pas possible. On peut pas. C'est ça qui va pas en réalité. Il y a un problème de discours du gouvernement. De discours, de forme même du gouvernement qui considère qu'à un moment on peut pas prendre une cible et dire bon ben c'est celle-là et aller haro sur cette cible-là. Non, c'est pas possible. Vous les voterez quand même les ordonnances? Non. Non. Par principe, je considère que moi, je suis contre les ordonnances, donc je ne voterai pas. D'accord. Vous souhaitez la convergence des luttes, néanmoins, qui est appelée de ses voeux par le patron de la CGT, notamment? J'ai vu ça, ouais. Je crois qu'il faut aussi, de chaque côté, que chacun... Mettre de l'eau dans son vin? Mettre de l'eau dans son vin. Je pense que la France n'a pas besoin de ça. La France n'a pas besoin, encore une fois, de se lancer dans une crise. Je sais que c'est l'anniversaire de mai 68, mais pour autant, on n'est peut-être pas obligé de refaire le film, quoi. Alors, hier, le Premier ministre a annoncé une réforme des institutions. Vous êtes concernée, vous êtes sénatrice. Oui. Le nombre de sénateurs va passer de 348 à 244. Ça vous satisfait? Oui, ça ne me pose aucun problème. Aucun problème. Que si on doit effectivement... on ne peut pas dire d'un côté aux cheminots, il faut faire des efforts, donc, à tous les Français faire des efforts et ne pas le faire soi-même. Donc je trouve ça normal. Un sénateur et un député, au moins par département, c'est une exigence pour vous? Ah ben d'abord un sénateur par département ou un député. Au moins, j'entends, dans les départements les moins peuplés. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses, c'est en fonction du nombre d'habitants. Oui, mais à ce rythme-là, il peut y avoir des départements où il n'y a plus beaucoup d'habitants. Non, mais au minimum, d'accord, parce que je ne comprenais pas votre question. Alors, comme ça, au minimum oui, au minimum 1, ça me paraît une évidence que chaque Français ait le sentiment qu'il est représenté quand même à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Ça me paraît une évidence. Le cumul dans le temps. Moi, je suis pour. Vous êtes pour? Contre le cumul dans le temps. Contre le cumul dans le temps. Donc les maires, notamment de plus de 9000 habitants, ne pourront pas faire plus de 3 mandats. Oui, mais je trouve ça bien. Vous convient? Moi, ça me convient. L'introduction d'une dose de proportionnelle aux élections législatives? C'est pas gênant, ça me propose. Alors vous allez la voter, cette réforme? Oui, la réforme, elle me pose aucun problème. À l'heure actuelle, elle ne me pose aucun problème. Alors il y a peut-être un problème qui est posé à vous. Ah, allez-y. Il y a le congrès du PS, là, ce week-end. Oui. Vous allez y aller? Non. Vous n'êtes plus au Parti Socialiste? Si, je suis au Parti Socialiste, j'ai payé ma carte, je vous rassure. Et pourquoi vous n'y allez pas? Parce que c'est pas des moments
agréable dans un parti politique, les congrès, les périodes de congrès, où tout le monde se tape dessus. J'ai jamais apprécié tout ça au Parti socialiste. Moi, je suis une femme de terrain. Vous vous sentez encore du Parti socialiste? Oui, je me sens socialiste dans mon histoire, je dirais dans ma philosophie politique. Ouais. Après, je ne suis pas pour autant, je ne suis pas dans une secte. Oui. Donc je ne me sens pas des obligations de faire tout ce que le Parti socialiste fait. Et vous estimez que le Parti socialiste aujourd'hui fonctionne comme une secte? C'est ce que disait Delphine Batho. Hein. Ah, je ne savais pas qu'elle avait dit ça, mais en tout cas, moi je pense aujourd'hui que le Parti socialiste, le problème du Parti socialiste, c'est qu'ils se parlent contre eux. Ah bon? Ils ne parlent plus au français? Le problème, c'est que là, on se parle contre eux, ils se parlent contre eux. Donc moi, voilà, je suis sur des dossiers, je travaille. Pour autant, je suis aussi une socialiste. Alors, c'est Olivier Faure qui va être le premier secrétaire du Parti socialiste. Vous n'avez soutenu aucun des 4 candidats à cette fonction. Olivier Faure, ça vous convient néanmoins? Il a été élu démocratiquement. Je lui souhaite franchement de la réussite parce que j'ai pas envie. Je considère que le Parti socialiste, malgré tout, est un vrai parti, un grand parti, même si aujourd'hui il est en souffrance. Il peut mourir, le Parti socialiste? Bien sûr qu'il peut mourir, bien sûr qu'il y a ce risque-là. Et je trouve que c'est bien. C'est pour ça que Olivier Faure, je lui souhaite vraiment de réussir et j'espère qu'il arrivera à surmonter la tâche. D'accord. Et sur quelle ligne il doit refonder le Parti socialiste? Alors moi, c'est compliqué de me poser cette question à moi, parce que moi, je n'ai pas de ligne au Parti socialiste. Moi, j'ai une ligne qui s'appelle ligne Samia Ghali, qui fait que, voilà, en fonction des sujets, je suis capable de vous donner ma position, mais je ne me mettrai jamais derrière une position d'un parti. Vous êtes quand même dans l'opposition à la majorité présidentielle aujourd'hui, vous? Moi, je suis là où je suis. C'est-à-dire que là, quand il y a des dossiers qui me conviennent, je n'ai pas de souci. Comme les institutions. S'il y a des sujets qui ne me vont pas, je dirais que ça ne va pas et je fais ce que je veux. Voilà. D'accord. Vous pourriez aussi faire un bout de chemin avec En Marche? Encore une fois, je vous dis, je fonctionne. Si En Marche considère que ce que je fais est bien, eux, ils feront un bout de chemin avec moi. D'accord. Comment va Marseille? Marseille va bien. Vous êtes candidate à l'élection municipale 2020? Non, je n'ai pas annoncé ma candidature à l'élection municipale 2020. Mais vous y songez? J'y songe, je vais être honnête avec vous, oui, j'y songe bien. C'est normal quand on est un Marseillais ou une Marseillaise qui aime sa ville et qui contribue à aider sa ville au quotidien, on ne peut qu'avoir l'ambition demain de pouvoir être à la tête de cette ville pour la faire avancer. Vous demandez toujours le renfort de l'armée pour faire régner la sécurité dans les quartiers nord notamment? Je vais vous dire. Vous êtes élue des quartiers nord? Oui, je suis une élue des quartiers nord, mais je suis d'abord une élue marseillaise, parce que cette étiquette, l'élu des quartiers nord, comme si on était, Marseille était coupée en deux. Il me semble que Marseille est une et indivisible, même si certains aimeraient la découper. Certains l'ont découpée de Gaston Defferre à Jean-Claude Gaudin aujourd'hui. Donc, mais moi, ce que je dis, c'est sur Marseille, cette ville, elle a besoin d'être unie. Elle a besoin qu'on la soutienne. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui? Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Et sur la question de la sécurité, puisque vous dites, vous savez, avant ce matin-là, dès que j'ai atterri de mon avion, 2 morts dans le 10e arrondissement de Marseille. Certes, ce n'est pas les quartiers nord. Il y a quelques semaines, c'était dans le 6e arrondissement. Donc ce que je disais là, en matière de sécurité, concerne tout Marseille, et tous les Marseillais, et même les communes autour de Marseille. Donc la question de la sécurité. Quand vous voyez aujourd'hui, moi j'entends parler de la police, de sécurité du quotidien. Mais je peux vous dire, encore malheureusement, il y a ce week-end, quand je vous parle toujours de choses concrètes, ça me permet de ne pas me tromper, vous voyez. Et c'est plus parlant pour les Français d'ailleurs. Des jeunes qui faisaient une 50aine de jeunes du rodéo. Les policiers ont essayé de les intercepter. Ils ont été entourés, encerclés par ces jeunes, de manière un peu musclée. Ils ont été obligés de rebrousser chemin. Et d'une façon, ça, il n'y a rien de pire. Comment on fait? Non, mais je le dis, il n'y a rien de pire quand la République est obligée de reculer. Les policiers ont bien fait. Je ne dis pas qu'il fallait qu'ils restent. Ils étaient 2 ou 3. À 2 ou 3 face à 50 jeunes, il valait mieux qu'ils partent. Mais quand même, il vaut mieux ne pas y être. Parce que quand on y est et qu'on est obligé de reculer, parce que finalement, vous avez peur, et c'est normal,
mais c'est la République qui a peur, qui recule. Et il n'y a rien de pire parce que c'est des messages, en gros, derrière, qu'est-ce qu'ils se disent? Ah bon, on a gagné. La police, ils ont eu peur de nous, sécurité du quotidien, ce n'est pas la solution à Marseille? Je dis juste, mais partout en France, Marseille, ce n'est pas une exception. Partout en France, je dis que si on ne lui donne pas des moyens, parce qu'aujourd'hui, il y a 0 moyens qui vont avec, il n'y a pas de... il va y avoir des recrutements de policiers quand même. Ah oui, et quand? Ah oui. Parce que moi, ce que je peux vous dire une chose, aujourd'hui, moi je parle, Marseille a perdu 100 policiers depuis 1 an. D'accord. 100 policiers, on en a récupéré 40. Il nous en manque 60. On fait comment? Donc c'est mathématique, hein, il en manque 60 aujourd'hui. On va donner à une PSQ beaucoup de missions. PSQ, police de sécurité du quotidien. Excusez-moi. Beaucoup de missions. Pour faire quoi et quand? Donc moi je dis juste qu'à un moment, il faut donner plus de moyens à la police. Moi, je suis vice-présidente de la commission de sécurité intérieure au Sénat, puisqu'on est en pleine mission, une mission d'enquête. Oui. Et là, on s'aperçoit, on entend les policiers nous parler, hein, policiers de la base, voilà, pas les chefs, policiers de la base. Manque de moyens, c'est-à-dire d'équipement. Ça, c'est clair. Quand vous avez des jeunes qui ont des grosses berlines et eux, ils ont des voitures qui ont 270 000, voire 300 000 km au compteur. Donc, c'est un peu compliqué quand même. Voilà. Ils ont peut-être des fois, ils n'ont pas le matériel adéquat pour pouvoir finalement bien travailler dans de bonnes conditions. Ils sont dans une situation de détresse, les policiers. Donc, on est face à une police à qui on demande de faire des efforts, mais qui, de l'autre côté, n'est pas en situation, malheureusement, d'affronter tout ça parce qu'on ne lui donne pas les moyens et ni la force de le faire. Alors, il y a un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est celui de la mosquée de Marseille. Qu'est-ce que vous dites sur ce sujet, puisqu'il y a des résistances importantes pour la construction de cette mosquée? C'est pas qu'il y a des résistances, c'est que le maire de Marseille a dit que c'était terminé. C'est pire que ça. Il n'en veut pas. Mais il n'en veut pas. Mais depuis 80... Vous savez, sur cette question, elle a été mise sur la table en 1995. Oui. D'accord. J'avais dit à ce moment-là, déjà, qu'elle ne se ferait jamais. Oui. Parce que c'était vraiment un jeu politique qui avait été mis en place et qu'il n'y avait aucune volonté réelle de vouloir faire une mosquée. Elle serait financée par qui? Elle devait être financée par qui? Écoutez, il y avait des pays du Maghreb, que ce soit l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Il y avait des pays qui étaient prêts à apporter leur pierre à l'édifice, c'est le cas de le dire. Et il fallait tout simplement contrôler les choses avec les gouvernements concernés et permettre tout simplement la construction de cette mosquée. Ça n'a pas été fait, ce n'était même pas ma position. C'est une faute ou une erreur? Je pense que c'est une erreur. C'est les deux à la fois, parce que si on avait fait peut-être cette grande mosquée à Marseille, on aurait évité le développement que personne n'a pu arrêter, c'est-à-dire l'hémorragie, de plein de lieux de prière qui se sont multipliés dans tout, non pas souterrain, mais dans tous les quartiers. C'est-à-dire que, moi je suis née dans une cité, je suis née dans un bidonville, dans un quartier, je ne vais pas le refaire à chaque fois, mais c'est tellement vrai. Il n'y avait pas de lieu de prière, il n'y en avait pas. On ne se posait pas cette question. Aujourd'hui, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une cité où vous n'avez pas votre lieu de prière. Ça remplace le centre social. Donc c'est des vraies questions qu'il faut se poser. On ferme les centres sociaux, mais il y a des lieux de prière, ouvre. Après, on vous parle de laïcité du matin au soir. Donc, quelle hypocrisie, quelle hypocrisie. Mais c'est spécifique à notre pays quand même, cette hypocrisie. Hein. Sur quel slogan vous partiriez si vous étiez candidate à la mairie de Marseille? Vous me posez une bonne question. Je ne me suis pas posé ce genre de question, mais peut-être vous allez m'aider à en trouver un. Je ne sais pas, la sécurité, ça serait un des axes principaux? Il y a bien sûr la sécurité, il y a la question aussi environnementale, qui est un vrai sujet à Marseille. D'accord. La pollution sur Marseille, les particules fines. Forte. Parce que, oui, très forte, notamment qu'à cause des bateaux de croisière que nous recevons sur Marseille, qui n'ont pas les filtres adéquats, qui ne sont pas aujourd'hui dotés aux normes, dotés de moyens pour maîtriser la pollution de l'air. On a des territoires très pollués dans Marseille, mais par son histoire industrielle, de port, qui fait que les terrains sont pas mal pollués. C'est des vraies questions de santé publique aujourd'hui sur Marseille. On continue avec Samia Ghali et Jérémy Pontieux qui nous rejoint pour poser vos questions, chers internautes. Bonjour Jérémy. Bonjour Yves, bonjour Samia Ghali. Bonjour. Alors j'ai une première question de Benga qui se pose la question de la pollution des écoles, qui se pose un peu partout à Marseille selon lui. Est-ce le symptôme d'une absence de politique municipale vis-à-vis des écoles? Et il dit aussi que faire dans les écoles polluées et comment assurer une école de qualité dans la deuxième ville de France?
Ben, vous voyez, j'étais mardi matin avec les parents d'élèves de l'école des Égalades, où quand même la concierge de l'école a développé un cancer de la peau. Suite à ça, elle a demandé que sa maladie soit reconnue maladie professionnelle. La ville de Marseille l'a refusé. Elles se sont retrouvées donc devant les tribunaux. Elle a gagné son procès et on a reconnu sa maladie professionnelle. Depuis 2011, la ville de Marseille a caché cette histoire. On a des terrains qui sont pollués. On est donc plomb, arsenic, amiante, donc c'est quand même des métaux lourds, quoi qu'il en soit, et qui sont dangereux pour la santé, puisque j'ai reçu des messages depuis, d'ailleurs hier, d'autres personnels qui ont travaillé dans cette école, qui ont développé aussi des cancers similaires. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un vrai sujet. C'est la terre, on sait qu'un enfant aujourd'hui en France, un enfant, quel qu'il soit d'ailleurs en France ou ailleurs, ingurgite 7 grammes de terre par jour. Oui, 7 grammes de terre par jour, parce qu'un enfant, il joue, il s'est mis par terre, donc il ingurgite 7 grammes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est scientifique. Hein. Ensuite, donc ça veut dire que quoi? Que c'est cette terre qui était à côté de la cour de récréation, qui vole, parce qu'à Marseille, on a le Mistral, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, de fait, ça fait voler les particules. Ben, ça veut dire que ces enfants-là sont en contact, de fait, avec cette terre qui a cette pollution. Et la ville de Marseille nous répond, mais c'est dans 2025 que je vais faire les travaux à la Gaudin. Tout va bien, en 2025, je vais faire les travaux. C'est inacceptable, il y a le principe de précaution. Ça a été la même chose pour le sang contaminé. Depuis le sang contaminé, la France a pris la décision de dire qu'il y avait un principe de précaution. Et là, le principe de précaution n'a pas été pris. Et qu'est-ce que vous proposeriez alors Moi, j'ai proposé que, d'abord, on fasse une analyse sanguine de cheveux et de peau de tous les enfants qui sont dans cette école et qui l'ont été. Parce qu'un enfant qui passe 8 ans dans le même groupe scolaire avec ce genre de polluants, je pense qu'il y a matière à faire attention, à vérifier quand même dans quel état de santé il est. Ensuite, qu'on enlève toutes les terres polluées, qu'on les retire complètement. C'est ce qui se passe en général. Et sur d'autres situations, je peux vous dire qu'en tant que maire, j'ai fait faire la même chose ailleurs. Donc il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas là. Je demande les mêmes protocoles, pas plus. Et ensuite, qu'on fasse vérifier l'air des classes et l'air de tout l'espace où les enfants vivent pour vérifier que tout aille bien. Alors, autre question. La ministre Agnès Buzyn vous a reçu, ainsi que d'autres élus, Buzyn, pardon, pour vous parler de l'AP-HM. Vous avez demandé, vous, un conseil municipal extraordinaire aussi, si je ne dis pas de bêtises. Que faire, se pose la question, Karim. Là, c'est les hôpitaux. Oui, parce que sur la question des hôpitaux de Marseille, on a de vrais... Enfin, il y a des situations, et vous-même, vous en avez fait des articles pour montrer ce qui se passe. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans. Tous les Marseillais savent quelle situation, puisque moi, vous savez, je suis allée à l'hôpital il y a 1 an, j'ai subi une intervention chirurgicale, à l'hôpital public. J'ai été obligée de ramener ma couverture. Pas de couverture, les sièges étaient troués. Enfin, c'est la misère. C'est la misère dans les hôpitaux. On a un personnel de qualité, on a un personnel qui n'en peut plus parce qu'il est pressé comme du citron. Et moi, je demande juste au maire de Marseille, qui est quand même, c'est normal, le premier magistrat de la ville, comme il a fait on l'a fait sur les sécurités, on l'a fait sur l'emploi, d'avoir un conseil municipal extraordinaire dans lequel on met à plat un peu la situation, que tous les acteurs viennent intervenir au conseil municipal pour qu'on ait une clarté de qu'est-ce qui se passe dans l'assistance publique de Marseille avant de décider de ce qu'on doit faire. Il y a un problème de gestion de la ville de Marseille. Est-ce que Jean-Claude Gaudin est à la hauteur des défis qui sont posés à cette ville ? De toute manière, moi j'ai toujours dit que autant je peux respecter l'homme, autant je combats l'homme politique, dans le sens où je considère que la politique qu'il a menée jusqu'à présent était une mauvaise politique. Mauvaise politique pour Marseille. Dernière question. Dernière question, je reviens sur la réforme constitutionnelle. On a une question sur Facebook par rapport à ça. Elle prévoit que 54 départements n'auront maximum que 2 députés. Est-ce que ça ne risque pas de poser un problème à nos députés qui vont devoir s'occuper de 600 communes dans leur département ? C'est un vrai problème. C'est un vrai problème, et puis ça tue la démocratie. Ça tue la démocratie dans le sens où un élu, moi, on peut vous dire ce qu'on veut, que vous êtes parlementaire à Paris, tout ça. Les gens, ils ont besoin de vous voir, de vous toucher, de vous parler, d'échanger. Et c'est normal, Là, on va leur demander, voter pour... En fait, vous savez, c'est comme un peu les députés européens. On vote pour eux, mais on ne les voit jamais. On va voir les mêmes. Voilà. Mais sauf que malheureusement, une déconnexion de la réalité. Complètement. Mais je sais pas que j'ai peur, c'est que je suis convaincue qu'il y aura une déconnexion avec de la réalité. l'abaissement du nombre de parlementaires. Oui, je pense que ça, c'est un vrai sujet, parce qu'à part de faire plaisir aux Français, et moi, je veux bien qu'on fasse plaisir aux Français, surtout, et n'importe quoi, à la limite, parce que comme ça, dès qu'on fait du mal aux parlementaires, ça fait plaisir, paraît-il. Bon, pourquoi pas. Mais là, je dis, faisons attention, parce que on risque de plus avoir cette proximité des élus. Aujourd'hui, d'être élu, c'est pas trop sympathique, de moins en moins d'ailleurs.
Voilà, c'était les réponses de Samia Ghali à vos questions, chers internautes. Merci Samia Ghali, sénatrice socialiste des Bouches-du-Rhône. Merci Jérémy Ponthieu d'avoir posé les questions des internautes. Et puis à demain pour de nouvelles aventures.